Dans le Medellín des années 80, entendre un bégaiement n'était pas un signe de timidité. C'était un présage de mort. Cette voix saccadée annonçait que Mario Alberto Castaño Molina, surnommé El Chopo, était proche. Un homme de petite taille, mais gigantesque par sa brutalité. Un tueur à gages dont la réputation dépassa les rues pour devenir une légende au sein du cartel de Medellín. Son nom circulait de bouche en bouche, comme un murmure chargé de peur. El Chopo ne répète pas les avertissements. Il mesurait à peine 1,50 m, mais sa présence suffisait à s'imposer face à des hommes bien plus grands que lui. Son bégaiement, ce trait que beaucoup prenaient pour une faiblesse, était en réalité son signe le plus redouté. Plus sa voix se bloquait, plus l'exécution était proche. Pourtant, derrière l'assassin implacable se cachaient des contradictions que personne ne parvenait à comprendre. Il pouvait torturer sans montrer la moindre émotion, et le lendemain, emmener sa fille au parc avec tendresse. Le même homme qui tira sur son épouse dans un accès de rage fut aussi celui qui menaça d'incendier un village entier pour libérer sa famille. Qui était réellement cet homme? Comment un jeune issu de la classe moyenne devint-il l'exécuteur le plus loyal de Pablo Escobar? Et pourquoi? Alors que tant d'autres choisirent de se sauver en trahissant le patron, préférait-il mourir plutôt que parler? À l'aube du 19 mars 1993, un immeuble du centre de Medellín fut encerclé en silence par le bloc de recherche et par Los Peps. Leur objectif n'était pas Escobar, c'était son ombre, le dernier soldat fidèle du chef le plus redouté du monde. Voici l'histoire d'El Chopo, le tueur à gages qui transforma la peur en identité et la loyauté en condamnation. L'ascension, l'homme qui est mort debout. L'immeuble trembla lorsque la porte blindée céda. L'unité des forces spéciales du bloc de recherche fit irruption sans avertissement et fut accueillie par un enfer de feu. Un seul homme, retranché derrière des murs de béton, tint tête pendant plus de 15 minutes à un escadron entier entraîné. Cet homme était Mario Alberto Castaño Molina, celui que Medellín connaissait sous le nom d'El Chopo. Son corps reçut plus d'une douzaine d'impacts, mais lorsqu'il s'effondra enfin, sa main serrait encore son arme. Il ne se rendit pas. Il ne supplia pas. Il ne négocia pas. Il mourut comme il avait vécu, en affrontant le monde. Ce qui surprit le plus les agents ne fut pas la violence du combat, mais ce qu'ils découvrirent lorsque la fumée se dissipa. Il n'y avait ni pile d'argent ni trace de drogue. Il y avait des montres de luxe disposées avec précision, des costumes sur mesure suspendus comme des uniformes, et une petite bibliothèque remplie de livres d'histoire, de philosophie et de littérature. Parmi eux, une édition usée du Prince de Machiavel, soulignée à la main à l'encre bleue. Comment cette image pouvait-elle correspondre à celle du bourreau qui avait semé la terreur à Medellín? Comment un assassin pouvait-il étudier le pouvoir, la stratégie et la morale, puis vider un chargeur sans trembler? Parmi ces affaires, les enquêteurs trouvèrent quelque chose d'encore plus troublant. Un carnet écrit de sa propre main, avec des noms, des dates, des lieux et des résultats. Un registre détaillé des opérations menées pour le cartel de Medellín. Chaque annotation se terminait de la même façon, une initiale, une marque et un point. Sa manière de clore un chapitre, de signer la mort. Ce carnet aurait pu être son assurance vie, sa monnaie d'échange avec la justice ou avec ses ennemis. Mais il ne l'utilisa jamais. Ni lorsque Los Peps offrait des fortunes pour des informations, ni lorsque l'empire d'Escobar s'effondrait. Il ne parla jamais. Dans un monde où la loyauté s'achète et se vend comme une marchandise, El Chopo choisit le silence. Et ce silence devint sa marque, son identité, sa punition. Dans les rues de Medellín, on racontait bien des choses. Certains affirmaient qu'Escobar lui avait sauvé la vie à ses débuts, créant une dette impossible à rembourser. D'autres pensaient qu'il partageait des secrets si sombres que la trahison n'avait jamais été une option. Et les plus romantiques parlaient d'une amitié née dans la violence, d'un code d'honneur entre prédateurs. La vérité, c'est qu'El Chopo n'était pas un tueur à gages comme les autres. Ce n'était pas un simple exécutant payé à la tâche. Il participait aux décisions, conseillait le patron, discutait des stratégies et exécutait des ordres que d'autres n'osaient même pas entendre. Son influence au sein du cartel était si grande qu'il pouvait même contredire Pablo Emilio Escobar
Gaviria, en personne. Et dans l'univers du narcotrafic colombien, cela équivalait à un véritable pouvoir. Ainsi naquit la légende. L'homme qui bégayait avant de tuer, le seul capable de regarder Escobar dans les yeux et de lui dire qu'il se trompait. L'assassin cultivé, le bourreau avec des principes, un symbole contradictoire du Medellín des années 80. Violent, ambitieux et dévoué à ses propres monstres. L'apogée du pouvoir, le bourreau de la cathédrale. Juillet 1992. Au sommet de la montagne, enveloppée de brouillard, s'élevait une prison différente de toutes les autres, la cathédrale. Une prison construite sur ordre de Pablo Escobar, pour Pablo Escobar. À l'extérieur, le pays se vidait de son sang. À l'intérieur, se préparait l'une des trahisons les plus sanglantes de l'histoire du cartel de Medellín. Lorsque Escobar ordonna l'élimination des frères Moncada et Galeano, anciens associés devenus une menace, peu savaient que l'idée ne venait pas de lui. Selon des témoignages ultérieurs, la graine de la méfiance fut semée par un homme à la voix saccadée et au regard d'acier. El Chopo. C'est lui qui murmura à l'oreille du patron que ses alliés détournaient de l'argent, qu'ils étaient devenus arrogants, qu'ils ne craignaient plus le chef. Escobar écouta et agit. Cette décision scella la mort des Moncada, la fin d'une époque, et l'ascension définitive de l'homme devenu son ombre la plus meurtrière. En dehors du cercle criminel, Mario Alberto Castaño Molina menait une vie qui semblait venir d'un autre monde. Ses voisins le voyaient comme un père exemplaire. L'homme qui, le dimanche, emmenait ses enfants au parc et participait calmement aux réunions scolaires. C'était un voisin aimable, discret, aux manières polies et au sourire serein. Personne n'imaginait que derrière cette façade se cachait l'architecte de certains des crimes les plus atroces du cartel de Medellín. Il menait une double vie, le père affectueux et le bourreau professionnel. Deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais les frontières de cette dualité étaient fragiles. La nuit, l'homme cultivé et familial disparaissait, laissant place à une bête impulsive. Dans les discothèques d'Envigado, sa seule présence imposait respect et terreur. Le bégaiement, ce signe inconfondable, suffisait à faire taire la musique et à clouer les regards au sol. Un commentaire déplacé, un regard de travers, suffisait à provoquer une tragédie. Une nuit, un inconnu complimenta son arme. « Belle arme, Chopo », lui dit-il en souriant. Quelques secondes plus tard, l'homme gisait mort. À une autre occasion, un journaliste reconnu de Medellín eut le malheur de croiser sa route. L'issue fut la même. Ainsi était El Chopo, imprévisible, redouté et, paradoxalement, admiré. Dans les quartiers de Medellín, son nom était prononcé avec révérence. Les jeunes imitaient sa façon de s'habiller, sa démarche, même son bégaiement. Pour eux, El Chopo représentait plus que la violence. Il était le symbole de la loyauté absolue dans un monde où la trahison était devenue une habitude. L'histoire officielle affirme qu'il est mort lors d'une opération légitime. Mais, comme tout ce qui entoure le cartel de Medellín, les versions se contredisent. Certains témoins soutiennent qu'il est tombé au combat, d'autres affirment qu'il a été capturé vivant et exécuté quelques minutes plus tard. Et il y a ceux qui croient que les siens l'ont livré, trahi par un homme qu'il considérait comme son frère. La vérité, comme tant d'autres dans la guerre du narcotrafic, s'est perdue dans la fumée et les coups de feu. La seule certitude, c'est que lorsque El Chopo est tombé, Pablo Escobar a perdu plus qu'un lieutenant. Il a perdu son bouclier, son stratège, son bras le plus loyal. 8 mois plus tard, le patron connaîtrait le même sort, abattu sur un toit de Medellín. Coïncidence ou conséquence? Beaucoup, au sein du cartel, affirmaient qu'après la mort d'El Chopo, Escobar avait perdu son intuition, sa discipline et sa peur. Et quand un homme cesse d'avoir peur, il commence à mourir. Pour comprendre qui était vraiment El Chopo, il faut remonter dans le temps, jusqu'à la Colombie de la fin des années 70, quand l'argent de la poudre blanche commença à transformer une ville ouvrière en capitale mondiale du crime. Medellín était un échiquier divisé. Des riches vivants d'apparence, des pauvres rêvant d'argent facile, et une poignée d'hommes prêts à faire de la violence. Leur outil d'ascension, les origines. La naissance d'un tueur à gages. Bien avant d'être connu sous le nom d'El Chopo, il était simplement Mario Alberto Castaño Molina.
Il naquit en 1953, à Itagüí, une commune industrielle de la vallée d'Aburrá. Son enfance s'écoula entre des rues poussiéreuses, le bruit métallique des usines, et un pays qui commençait à s'effondrer en silence. Il grandit à La Estrella, un petit village à l'âme rurale, où l'odeur du café torréfié flottait encore dans l'air, et où la vie semblait étrangère au chaos qui, plus tard, dominerait Medellín. Son père était un commerçant honnête, un homme aux mains crevassées et au regard fatigué, qui faisait vivre sa famille avec effort et dignité. Il lui enseigna la valeur du travail, de la parole donnée et du respect. Mais ces leçons, avec le temps, se déformeraient dans l'esprit de Mario, jusqu'à se transformer en autre chose, une idée de l'honneur mêlée à la violence. Il était le troisième de 5 frères, ni le plus rebelle, ni le plus studieux. Au collège Salvatoriano, ses professeurs se souvenaient de lui comme d'un garçon réservé, silencieux, avec un éclat gênant dans le regard. Il ne se distinguait pas par ses notes, mais par sa capacité d'observation, et surtout par son tempérament. Quand quelque chose l'irritait, il explosait d'une fureur que personne ne savait contenir. Ce feu intérieur, qui enfant semblait n'être qu'une impulsivité, deviendrait plus tard son arme la plus meurtrière. Ceux qui l'ont connu racontaient que Mario avait une aptitude troublante. Il pouvait rester immobile pendant des heures, écoutant sans se faire remarquer. Ce calme apparent était sa manière d'étudier son environnement, de jauger les gens. Il était intelligent, oui, mais aussi cruel dans les petits gestes. La sensation de contrôle le fascinait, et cette fascination marquerait le reste de sa vie. Au fil des années, Medellín devint un creuset de contradictions. Tandis que les élites parlaient de progrès, dans les quartiers ouvriers grandissait une génération qui rêvait d'argent rapide, de pouvoir et de reconnaissance. Le pays traversait une profonde crise morale. La corruption dévorait les institutions, les inégalités explosaient, et la violence devenait une partie du paysage quotidien. C'était le terrain idéal pour la naissance d'une nouvelle catégorie d'hommes, ambitieux, sans peur et sans limite. Dans ce contexte, Mario Castaño commença à fréquenter des bars où se réunissaient de vieux contrebandiers et des hommes aguerris aux affaires troubles. L'un d'eux était Elkin Correa, connu pour naviguer entre la contrebande d'électroménagers et le trafic d'influence. Un autre était Jorge González, surnommé El Mico, expert des routes illégales et des contacts policiers. Ce petit groupe de criminels de bas niveau allait bientôt devenir la graine du plus grand empire criminel de Colombie. C'est précisément à cette époque, au milieu des années 70, que le destin de Mario croisa celui d'un homme qui changerait sa vie pour toujours. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Escobar était alors un trafiquant en pleine ascension, charismatique, calculateur, avec une ambition si immense qu'elle tenait à peine dans le pays qu'il avait vu naître. Il se rendait souvent à La Estrella pour rencontrer de vieux contrebandiers, qui tentaient déjà leur chance dans un nouveau business, un business aux gains inimaginables, la cocaïne. La rencontre entre eux ne fut pas le fruit du hasard. Rubén Londoño, surnommé La Yuca, l'un des premiers gardes du corps d'Escobar, vit en Mario quelque chose de différent. « Ce garçon a le feu dans le sang », dit-il au patron. Escobar, avec son instinct infaillible pour repérer le talent violent, demanda à le connaître. La première rencontre fut brève, presque anodine, mais elle laissa une trace. Escobar vit dans ce jeune homme, au regard intense, ce que peu possédaient, de la discipline, de la froideur et une absence totale de peur. À partir de ce moment-là, El Chopo commença à naître. Le surnom apparut peu après. Certains disaient qu'il venait de la première arme qu'il avait tenue, une vieille mitraillette Chopo de fabrication espagnole. D'autres affirmaient que cela tenait à sa petite taille, comme un arbuste petit mais solide. D'une manière ou d'une autre, le nom se colla à sa peau et ne le quitta jamais. El Chopo cessa d'être un simple surnom et devint un avertissement. À partir de là, son destin fut scellé. Medellín changeait, le pays se désagrégeait, et Mario Alberto Castaño Molina venait de faire son premier pas vers l'enfer, l'entraînement du bourreau. Dans les années 70, Medellín était une ville en transition. Tandis que les usines fermaient et que les montagnes se remplissaient de quartiers improvisés, une nouvelle économie grandissait dans l'ombre. C'était le temps des contrebandiers, des hommes sans études qui parlaient le langage du risque. Et parmi eux, Mario Castaño commençait à se frayer un chemin. L'un de ces hommes était Rubén Londoño,
connu sous le nom de La Yuca. Garde du corps personnel d'Escobar, il avait développé un instinct presque animal pour reconnaître le danger et le talent pour l'exercer. Quand il rencontra le jeune Mario, il sut immédiatement que ce garçon avait quelque chose de différent. Discret, mais létal. Silencieux, mais toujours en train de calculer. Ce fut la Yuca qui le présenta à Pablo Emilio Escobar Gaviria. À l'époque, Escobar n'était qu'un commerçant de contrebande aux ambitions démesurées. Son empire était encore petit, mais sa vision était déjà gigantesque. Et lorsqu'il vit Mario pour la première fois, il ne vit pas un gamin de quartier, il vit un soldat. Avant d'entrer pleinement dans le monde criminel, Mario tenta de suivre le droit chemin. Il trouva un emploi comme serveur à l'hôtel Intercontinental, le plus élégant de Medellín. Il servait des entrepreneurs, des diplomates et des artistes. Il apprit comment se comportaient les puissants, comment ils mentaient avec un sourire et comment ils cachaient l'ambition derrière un costume cher. Cet apprentissage, bien que bref, lui servit plus que n'importe quel cours ou université. Là, il comprit que le pouvoir ne criait pas toujours. Parfois, il se contentait de donner des ordres à voix basse. Mais son tempérament était une arme qu'il ne savait pas maîtriser. Une nuit, un client l'humilia devant d'autres employés, et Mario répondit en jetant un plateau au sol. Il fut renvoyé le soir même. Pourtant, ce passage éclair par le monde légal le marqua. Il apprit à imiter l'élégance des riches, à marcher avec assurance, à paraître ce qu'il n'était pas. Plus tard, il utiliserait ces leçons pour s'infiltrer parmi ses ennemis et mener des opérations avec une précision chirurgicale. L'endroit où son destin commença à se sceller s'appelait Los Tres Botones, un bar de la Estrella où se mêlaient contrebandiers, policiers corrompus et débrouillards. Là, entre des verres d'aguardiente et des chansons de Juanito Alemania, se tissaient les premières alliances du cartel de Medellín naissant. Chaque nuit, la fumée du tabac recouvrait les visages d'hommes qui préparaient leur saut dans le business de la poudre blanche. Le jeune Mario écoutait en silence, apprenant les règles du nouvel ordre. Loyauté au patron, zéro doute, zéro peur. Et chaque fois que quelqu'un mettait son sang-froid à l'épreuve, il répondait par une violence froide, sans élever la voix. Mais Mario n'apprenait pas seulement à tuer. Il observait aussi comment les chefs s'habillaient, comment ils parlaient, comment ils obtenaient le respect sans tirer une seule balle. Et il commença à les imiter. Il était vaniteux, presque obsédé par son image. Un jour, en voyant son ami Elkin Correa dans un costume neuf, il plaisanta. « À côté de toi, j'ai l'air d'un majordome. » Quelques minutes plus tard, il sortit du bar, traversa la rue et acheta une tenue complète. Il revint, se posta devant Correa et dit avec fierté « Maintenant, oui, on peut marcher ensemble, mon petit. » Cette anecdote, racontée par ceux qui l'ont connu, révélait plus que sa vanité, elle révélait sa faim. Il voulait se distinguer. Il voulait que son nom pèse. Sa transformation définitive commença lorsqu'il entra dans la soi-disant école de tueurs à gages dirigée par Elkin Correa et El Mico. C'était une académie clandestine, un laboratoire de violence où les jeunes apprenaient à tirer, à se déplacer, à disparaître. On les formait aux armes, aux tactiques et à l'espionnage urbain. Là, Mario Castaño découvrit sa véritable nature. Son tir était impeccable. Sa capacité à rester calme au milieu du chaos, presque inhumaine, et son intelligence tactique le plaça rapidement au-dessus des autres. Il n'était ni le plus fort ni le plus rapide, mais il était le plus précis. Il savait lire la peur dans les yeux de l'ennemi et l'exploiter. Et surtout, il savait obéir sans poser de questions. Escobar le remarqua, et lorsque le cartel de Medellín commença à se structurer comme une organisation militaire, El Chopo avait déjà une place réservée dans ses rangs. En 1980, il n'était plus le garçon de la Estrella. Il était El Chopo, l'exécutant fiable, l'homme qui ne doutait jamais, le soldat que tous craignaient et qu'Escobar commençait à considérer comme indispensable. Son ascension fut fulgurante, et ce qui avait commencé comme un travail par loyauté se transforma bientôt en une course vers le pouvoir et la mort. Le pont vers le pouvoir. Stratégie, militarisation et terreur. La Colombie de la fin des années 70 et du début des années 80 était un pays fracturé.
des guérillas en armes, des institutions affaiblies et une économie incapable de soutenir sa population. Dans ce vide, des organisations apprirent à opérer là où l'État n'arrivait pas et à imposer leurs propres lois, là où la justice s'effaçait. Le cartel de Medellín fut l'une de ces machines, efficace, implacable et d'un pragmatisme impitoyable. Et au sein de cette structure, Mario Castaño trouva sa place. Il ne gravit pas les échelons par hasard. Il monta parce qu'il comprit avant beaucoup que la violence n'a de valeur que lorsqu'elle est organisée. Tandis que d'autres tueurs à gages attendaient les ordres et exécutaient pour l'argent, lui comprit que la véritable influence venait de celui qui dessinait la tactique, pas seulement de celui qui appuyait sur la détente. Cette vision fit de lui plus qu'un exécutant. Elle le transforma en stratège. Sa première grande épreuve arriva avec la création de Muerta Secuestradores, une structure paramilitaire née en 1981, en réponse à l'enlèvement de la sœur des frères Ochoa, alliés d'Escobar. Ce ne fut pas une simple réaction de force, ce fut la construction d'un appareil spécialisé pour traquer, capturer et exécuter avec une précision militaire ceux qui s'en prendraient aux intérêts du cartel. El Chopo ne se contenta pas d'y participer, il apporta des méthodes de filature et de renseignement urbain, qui en pleine guerre non déclarée, firent la différence. Et il commença à s'habiller comme un militaire improvisé, bottes impeccables, chemise à coupe tactique et un signe mêlant l'uniforme de guerre. À l'ostentation du narcotrafiquant, la tenue faisait partie du message. Autorité et menace à la fois. À la tête d'une unité d'élite que beaucoup appelaient Los Quesitos, il démontra sa capacité à planifier des opérations complexes, embuscades, sauvetage, exécution calculée au millimètre. Cette unité devint la pointe de lance du cartel lorsque la précision devait être absolue. Sa réputation se nourrissait autant d'actes que de gestes. L'un d'eux eut lieu dans une propriété, lors d'une réunion. Un homme de l'entourage d'Escobar se moqua de sa petite taille. El Chopo ne répondit pas par des mots. Il dégaina son arme, tira dans la jambe de l'insolent et, tandis que celui-ci hurlait de douleur, dit calmement « La prochaine fois, le tir sera plus haut ». Loin de le réprimander, Escobar sourit. Dans son monde, la brutalité qui imposait le respect valait plus que la courtoisie. Et cet acte, plus qu'une faute, fut vu comme une démonstration de pouvoir et de discipline. À la différence d'autres lieutenants, Mario n'avait pas besoin d'être supervisé. Il recevait les objectifs, mais l'exécution lui appartenait. Il dessinait les plans, choisissait les hommes, fixait les temps. Cette autonomie se payait en confiance, et dans un environnement où l'information pouvait être mortelle, la discrétion devint son atout majeur. Escobar le savait et la lui accorda. Cette confiance consolida le pouvoir d'El Chopo au sein de l'organisation. Mais à mesure que son influence grandissait, son ambition grandissait aussi. Il ne suffisait plus d'inspirer la peur, il fallait la projeter. Chaque opération devait laisser un message. Trahir le cartel ne signifiait pas seulement mourir, mais mourir de manière exemplaire, en public, transformé en avertissement. Cette logique fit de chaque action une démonstration de pouvoir. Une exécution en plein jour, une disparition planifiée, un attentat qui secouait l'opinion publique. Tout alimentait le mythe. Sa capacité à unir stratégie et violence le plaça au centre de décision, qui changerait à jamais l'histoire du pays. Bientôt, des noms de ministres, de juges et de journalistes commencèrent à apparaître, dans les notes qu'il rédigeait lui-même pour ses opérations. Et l'une de ses missions, conçue par l'esprit tactique du cartel, marquerait un point de non-retour, l'assassinat d'une figure publique qui avait franchi la ligne qu'ils n'avaient jamais permis de franchir. Dans le prochain volet, nous découvrirons l'opération qui mena El Chopo, au sommet de sa notoriété nationale, et qui déclencha la guerre ouverte entre l'État colombien et le cartel de Medellín. Le magnicide, le moment où l'enfer a franchi la porte de l'État. La violence a son propre code d'honneur, et dans l'univers de Pablo Escobar, le respect était la seule loi. Quand quelqu'un la brisait, la réponse n'était pas un avertissement, c'était une sentence. Lors d'une réunion dans l'une des propriétés du capot, l'un des invités, un homme gonflé d'ego et d'alcool, se moqua de la petite taille d'El Chopo. Le silence tomba sur la table. L'insulte flotta dans l'air à peine quelques secondes, avant qu'une balle ne la coupe net. L'homme s'effondra en hurlant, la jambe déchiquetée. El Chopo rangea son arme,
regarda les présents et, sans élever la voix, dit « La prochaine fois que tu me manques de respect, le tir sera plus haut. » Escobar, loin de se fâcher, sourit. Ce sourire était une bénédiction. Le message fut clair pour tous. El Chopo n'était pas un soldat de plus, c'était un homme autorisé à imposer l'ordre, même face au patron. En 1984, Mario Alberto Castaño Molina avait déjà atteint son plus haut niveau au sein du cartel de Medellín. Il était le chef de l'appareil militaire, le cerveau derrière les opérations les plus précises, et la voix qu'Escobar écoutait quand il avait besoin de résultats immédiats. Et puis vint l'ordre qui marquerait son destin. Le 30 avril 1984, la Colombie se réveilla avec une nouvelle qui fractura le pays. Le ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, avait été assassiné en pleine voie publique. La voiture officielle fut criblée de balles en plein jour, plus de 20 impacts. Une exécution calculée, froide, militaire. Même si El Chopo n'appuya pas sur la détente, c'est lui qui dirigea l'opération depuis l'ombre. Il coordonna la logistique, sélectionna les tireurs, définit les routes de fuite et s'assura qu'il ne reste aucun témoin vivant. Sa précision le hissa au rang de légende dans le cartel, mais elle le plaça aussi dans le viseur des services de renseignement internationaux. Dès ce jour, le nom de Mario Castaño commença à résonner, dans les bureaux de Washington, Bogota et Panama. L'assassinat du ministre ne fut pas seulement un crime, ce fut une déclaration de guerre. Pour la première fois, l'État colombien comprit que l'ennemi n'était pas dans la jungle, mais dans ses propres rues. Et à la tête de cette armée invisible se trouvait un homme de petite taille, à la voix bégayante et au regard d'acier. L'enquête qui suivit fut un puzzle de trahison et de silence. L'une des premières pistes mena à la maison des beaux-parents d'El Chopo. Son beau-père, lassé des mauvais traitements infligés à sa fille, décida de parler. « Il travaille avec Escobar. Il était là », déclara T.I. aux autorités, remettant des photographies qui deviendraient plus tard des pièces clés de l'histoire criminelle du pays. Mais même cela ne suffit pas à l'attraper. El Chopo était un maître dans l'art de disparaître. Il changeait d'identité, de visage et de vie comme on change de chemise. Il avait des planques réparties dans plusieurs municipalités et une petite armée d'informateurs qui le prévenaient de chaque opération imminente. C'était, au sens littéral, un fantôme. La relation avec Escobar devint une danse dangereuse, entre l'affection et la tension. Pablo l'admirait, mais redoutait son tempérament. Il savait que l'alcool et la poudre blanche pouvaient en faire une bombe. El Chopo buvait jusqu'à l'aube, et quand il le faisait, sa violence débordait. Personne n'osait le reprendre. Personne, sauf Escobar lui-même. Malgré tout, Pablo ne le lâcha pas, parce qu'il savait que, malgré ses excès, El Chopo était l'homme qui allait toujours jusqu'au bout. Entre 1985 et 1989, son nom fut associé à la préparation d'attentats, d'enlèvements, d'exécutions et d'évasions qui façonnèrent l'histoire du cartel de Medellín. Il était le bras invisible qui maintenait en vie la machine de la terreur. Son efficacité lui valut l'admiration et la condamnation. Cet homme qui avait commencé comme simple serveur dans un hôtel de luxe tenait désormais entre ses mains le destin d'un pays. Et sa chute, comme sa vie, serait aussi brutale qu'inévitable. L'empire de la terreur. El Chopo, l'homme qui faisait exécuter les ordres, dans la région du Magdalena Medio, entre pâturage et montagne, se dressaient les trésors cachés du cartel de Medellín, des pistes clandestines camouflées au milieu des cultures, avec des lumières improvisées et des hangars dissimulés derrière des étables. On les connaissait sous des noms aussi innocents que trompeurs, Mama Rosa et Parcelas California. Derrière leur apparence rurale, ces pistes étaient les nœuds d'un réseau aérien qui acheminait des tonnes de poudre blanche vers l'Amérique centrale et les Caraïbes. Et à la tête de leur supervision, se trouvait un homme qui traitait la logistique criminelle avec la précision d'un général, El Chopo. Son rôle ne se limitait pas à coordonner les vols ou à protéger les cargaisons. C'était lui qui garantissait que tout avance sans friction. Pots de vin payés à temps, routes dégagées, autorités locales achetées ou réduites au silence. Rien ne bougeait sans son aval. Chaque décision, chaque décollage, chaque paiement passait par ses mains, et quand quelque chose déraillait, la conséquence était immédiate. Une nuit,
Escobar donna un ordre qui mettrait à l'épreuve la froideur de son lieutenant. 2 anciens associés, Héctor Barrientos et son oncle Ebelio, géraient la piste de Mama Rosa. Ils avaient commencé à s'écarter du plan, à garder une partie de l'argent. Escobar n'hésita pas. Demain, ils disparaissent. Faites-les sortir de la propriété et faites ça proprement. El Chopo acquiesça. Quelques heures plus tard, les 2 hommes disparurent sans laisser de traces. Personne ne demanda plus jamais ce qu'ils étaient devenus. Cette exécution silencieuse consolida sa réputation de solveur des problèmes délicats, l'homme à qui Escobar confiait ce que personne d'autre n'osait toucher. Peu après, un autre nom apparut sur sa liste, Beto Cano, ancien associé accusé d'avoir volé des fonds du cartel. Cette fois, la sentence fut publique. La Mercedes blanche de Cano avançait sur une avenue quand le véhicule d'El Chopo l'intercepta. La rafale fut courte, précise, dévastatrice. Pas un mot, aucun témoin. Seulement l'écho des tirs et un message sans équivoque. La trahison se payait dans la rue, en plein jour. En 1988, son nom figurait déjà dans les rapports de renseignement comme celui de l'un des hommes les plus dangereux du pays. Cette année-là, il participa à l'une des évasions les plus audacieuses d'Escobar, connue des agents sous le nom de El Bizcocho. Pendant la fuite, un soldat de l'armée les intercepta et pointa son fusil. El Chopo ne cligna même pas des yeux. « Baissez votre arme, soldat. Nous sommes du F2. Écartez-vous. » Le ton d'autorité, la certitude dans sa voix, firent le reste. Le militaire obéit sans poser de questions. Et Escobar s'en sortit indemne. Cet épisode renforça une vérité déjà répétée partout. Quand El Chopo parlait, on obéissait. Sa parole avait le même poids que celle du patron. Alors que le cartel s'enfonçait dans une guerre ouverte contre l'État, Mario Castaño devint le principal défenseur de la ligne dure. Négocier avec le gouvernement, disait-il, était un signe de faiblesse. Son credo était clair. S'il frappe, nous rendons le double. Cette idéologie de confrontation permanente alimenta la spirale terroriste, qui transforma la Colombie en champ de bataille. Plusieurs lieutenants commencèrent à remettre en question la trajectoire d'Escobar. Certains parlèrent d'accords, de trêves, de reddition stratégique, mais El Chopo ne comprenait pas ce langage. Pour lui, la peur était l'outil suprême du pouvoir, et la violence, son idiome naturel. Son influence s'étendit aussi à la guerre contre le cartel de Cali. Aux côtés de Pinina et de son inséparable ami Tyson, il coordonna de multiples attaques destinées à décapiter l'organisation rivale. L'une des plus marquantes fut l'assaut de Candelaria, où ils tentèrent d'éliminer Pacho Herrera, l'un des cerveaux du cartel de Cali. L'opération échoua, mais le message fut clair. Medellín ne se rendait pas, et son exécutant le plus fidèle tenait toujours debout. Chaque nouvel attentat l'éloignait d'un pas supplémentaire de la raison et le rapprochait de l'abîme. Le pouvoir l'avait transformé en arme humaine, aussi précise qu'imprévisible. Et derrière son regard froid, la frontière entre stratégie et folie commençait à s'effacer. La descente, le monstre qui n'obéissait plus à personne. Le pouvoir, quand il ne connaît pas de limite, devient un poison lent. Et dans le cas d'El Chopo, ce poison s'appelait violence et aguardiente. Après la tentative ratée d'éliminer Pacho Herrera à Candelaria, les rumeurs dans le milieu étaient unanimes. Aucun homme ne pouvait déplacer une guerre entière en territoire ennemi avec autant de précision que Mario Castaño. Mais ce talent pour planifier la mort commença à déborder. Ce n'était plus seulement de la stratégie, c'était de l'impulsion. Dans les nuits de Medellín, quand les bars d'Envigado et les discothèques d'El Poblado vibraient au rythme de la musique et de l'argent, El Chopo apparaissait entouré de ses hommes. À ses côtés, presque toujours, son compagnon inséparable, Tyson. C'étaient les seuls moments où il cessait d'être un soldat pour devenir un volcan. Parce que chaque verre était une roulette russe. Personne ne savait si la nuit finirait dans les rires ou sous une pluie de balles. Ceux qui survécurent à ces soirées disaient qu'ils pouvaient reconnaître les signes, sa respiration se faisait plus courte, le bégaiement revenait, et alors, le danger commençait. Personne n'osait le contredire. Personne n'osait lui demander de se calmer. Mieux valait le laisser tirer en l'air que le regarder dans les yeux. Pendant ce temps, sa famille vivait entre la peur et la dépendance. Mario était un homme d'extrême, brutal avec sa femme, obsessionnel avec ses enfants.
quand son aîné eut un accident par négligence maternelle, El Chopo punit sa femme d'une balle dans la jambe, avec une froideur qui glaça ceux qui en furent témoins. Et pourtant, lorsque la police arrêta Anna et l'une de ses filles, le même homme menaça d'incendier tout le village si elle n'était pas libérée. Le maire, conscient de qui il avait en face, céda. Ce mélange de tendresse déformée et de fureur incontrôlée définissait l'esprit de l'homme que Medellín avait transformé en mythe. Avec le temps, sa réputation prit sa propre vie. Dans les rues, on l'appelait Campos Elias, en le comparant au célèbre tueur en série colombien. D'autres le surnommaient le Pablo Escobar de la rue, car là où Escobar commandait par l'argent, El Chopo régnait par la peur. Sa figure devint l'idéal du tueur à gages. Fidèle, calculateur, invincible, les jeunes l'imitaient, les mères le redoutaient, la police le traquait sans succès. Mais le mythe ne suffisait pas. El Chopo en voulait davantage. Et il le trouva sous la forme la plus destructrice qui soit, le terrorisme. En octobre 1989, sur ordre direct d'Escobar, il planifia et exécuta un attentat contre le journal Vanguardia Liberal de Bucaramanga. L'objectif était simple, punir les médias qui osaient défier le pouvoir du cartel. La bombe explosa à l'aube, détruisant une partie du bâtiment, faisant 2 morts et blessant des dizaines de personnes. Le message fut clair. La parole libre saignait elle aussi. Les rapports de police le situèrent sur les lieux quelques heures avant l'explosion, accompagné de 2 de ses hommes les plus fidèles. L'opération fut irréprochable, mais la réaction publique fut dévastatrice. Toute la Colombie se réveilla face à l'image d'une presse réduite en ruine. Pour la première fois, le pays comprit que la guerre ne se livrait plus seulement contre l'État, mais contre la vérité elle-même. Pourtant, cet attentat ne serait qu'une ombre comparée à ce qui suivrait. Le 11 avril 1990, El Chopo dirigerait une opération à Bogota, qui entrerait dans l'histoire comme l'une des plus atroces du cartel, le massacre du pont de Tequendama. Là, la violence d'El Chopo atteindrait son point le plus extrême et sa chute, son point de non-retour. Le siège final, la chute au cœur de la ville. Cette journée commença comme tant d'autres. Au 10e étage d'un immeuble du centre-ville, un homme parcourait les informations avec le calme de celui qui croit tout maîtriser. Entouré d'objets de valeur et de petites reliques de sa vie passée, photographies encadrées, albums familiales, montres disposées comme des trophées, El Chopo préparait sa journée sans imaginer que ce matin marquerait la fin de son histoire. Ce qu'il ignorait, c'est que la loyauté qui l'avait protégé pendant des années s'était brisée. L'un des siens, poussé à bout, avait cédé. Juan, surnommé Caca par ses hommes, avait été arrêté la veille au soir. Sous un interrogatoire implacable, il livra des détails qu'aucun chef censé n'aurait révélés. L'adresse exacte, les horaires, les armes dissimulées et les routines de l'homme qui se croyait intouchable. Ces informations déclenchèrent une opération méticuleuse. Des agents du bloc de recherche, coordonnés avec des membres du réseau connus sous le nom de Los Peps, encerclèrent l'immeuble avec une discrétion chirurgicale. Ils ne cherchaient pas un affrontement prolongé. Ils voulaient neutraliser la cible avec une exposition minimale. Mais ils savaient qu'en face se trouvait un homme habitué à mourir les armes à la main. À 2 heures de l'après-midi, l'atmosphère changea. Les pas se rapprochaient, les voix se faisaient plus basses, et à l'intérieur de l'appartement, les signes étaient sans équivoque. Quelque chose n'allait pas. Le concierge, gardien habituel des secrets du lieu, n'était plus à son poste. Le système d'interphone ne répondait plus. De petits détails, une absence, un silence, déclenchèrent chez El Chopo l'alerte qui l'avait tant de fois sauvé. Le bégaiement, sa marque la plus redoutée, revint. Ce n'était pas seulement un trait physique, mais son baromètre intérieur. Quand la voix se brisait, le corps répondait par la concentration, l'adrénaline et la violence. Ce matin-là, sa parole se bloqua, et le silence devint une menace. Il rassembla sa compagne et ses filles, donna des ordres rapides et précis, distribua les armes, cacha des documents dans une mallette, baissa les rideaux et traça une voie de fuite. Mais l'encerclement était déjà total. Des tireurs embusqués sur les toits, des patrouilles dans les rues adjacentes et des cordons d'hommes bloquant toute issue. Quand l'assaut commença, le calme vola en éclats sous une pluie de balles. El Chopo, expert dans l'art de se couvrir et de contre-attaquer,
utilisa chaque meuble comme un abri. Il connaissait les angles, les échos, le rythme d'une opération. Pendant de longues minutes, qui semblèrent une éternité, il soutint le feu et la résistance, obligeant les agents à reculer. Des témoins de l'affrontement décrivirent un combat féroce, des grenades explosant dans les couloirs, la fumée envahissant les pièces, et une détermination inébranlable chez l'homme qui continuait à tirer. Au milieu du chaos, il prit une décision finale, assurer la fuite de sa famille. La voix hachée par la tension, il ordonna à sa compagne et à ses filles de s'échapper par une fenêtre latérale en utilisant l'escalier de secours. Son sacrifice fut conscient et calculé. Pendant qu'elle fuyait, il concentra le feu sur ceux qui tentaient d'entrer. Dans la dernière phase de l'affrontement, 3 agents du bloc firent irruption dans la chambre, là où El Chopo gardait son arsenal. Ce qui suivit fut une tempête de balles et d'explosions. Il reçut plusieurs impacts, mais continua de tirer jusqu'à ce que son corps le lâche. Selon certaines versions, dans ces dernières secondes, il regarda l'un des officiers qui se pencha sur lui et parvint à prononcer une phrase destinée à son patron. Un mot de loyauté qui l'accompagna jusqu'à la mort. On le trouva face contre terre, entouré de débris, la main encore crispée sur son arme. L'autopsie confirma ensuite un corps déchiré par les balles et les éclats de grenades. Les analyses toxicologiques détectèrent des traces de stimulants dans son sang, preuve qu'il tenta de résister à la douleur jusqu'au bout. La nouvelle de sa mort se propagea comme une traînée de poudre dans Medellín. Pour beaucoup, ce fut la fin d'un bourreau. Pour d'autres, la chute de l'homme qui, pendant des années, avait été le bouclier du patron. Dans une planque lointaine, Pablo Escobar reçut la nouvelle en silence. Des témoins assurent que, l'espace d'un instant, le capot sembla dépouillé de son pouvoir. Il avait perdu son bras droit, l'exécutant qui transformait ses ordres en actes. La mort d'El Chopo ne fut pas seulement l'élimination d'un homme, ce fut l'effondrement d'une structure. Sans sa discipline brutale, sans sa présence qui imposait la peur, l'appareil militaire du cartel perdit sa cohésion. 8 mois plus tard, Escobar lui-même connaîtrait le même sort. Et avec sa mort, se referma une époque où la violence dicta les règles et où le crime organisé alla jusqu'à diriger le destin d'un pays. Le dernier encerclement, entre la vie et la loyauté. Le 19 mars 1993, à 2 heures de l'après-midi, le téléphone sonna dans l'appartement du 20e étage. L'homme qui répondit savait que les appels inattendus apportaient presque jamais de bonnes nouvelles. À l'autre bout du fil, une voix nerveuse, à peine un murmure. Il bouge dans le centre, quelque chose de gros, et elle raccrocha. Pour El Chopo, cet avertissement suffisait. En quelques secondes, son esprit fonctionna comme une machine. Il vérifia les sorties, les itinéraires, les options. Ce n'était pas la première fois que l'ennemi l'encerclait, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Trop de silence, trop de précision. Il ordonna à sa compagne, Angela, d'emporter l'indispensable, des documents, de l'argent et les photos de leur fille. Pendant qu'elle obéissait, il inspecta chaque recoin de l'appartement. Il avait des caches dans les murs, des compartiments sous le sol, des armes réparties dans chaque pièce. 2 pistolets de 9 mm, un revolver, un fusil de chasse scié et plusieurs grenades. Un arsenal de guerre en miniature. Dehors, la vraie guerre était déjà organisée. Des agents du bloc de recherche et des membres de l'OSPEP prenaient position dans un silence absolu. Des tireurs embusqués se postaient sur les toits des immeubles voisins. Les accès étaient bloqués. Personne à Medellín n'imaginait que, à cet instant précis, le 2e homme le plus recherché du pays était acculé. À 3 heures de l'après-midi, un petit détail le trahit. Le concierge de l'immeuble avait disparu. Le système d'interphone était mort. Pour n'importe qui, de simples coïncidences. Pour lui, des signes sans équivoque. Le chasseur savait qu'il était devenu la proie. Ils nous ont trouvés. Ce furent les seuls mots qu'il prononça, avec un calme qui glaça Angela. Et mène les filles dans la pièce intérieure, et ne sortez pas tant que je ne l'aurais pas dit. Le bégaiement revint. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'instinct. Son corps lui annonçait que l'instant final était arrivé. L'homme qui avait survécu à des embuscades, des fuites et des trahisons, attendait maintenant l'assaut comme on accomplit une routine inévitable. À 15h05, le silence de l'immeuble se brisa. Sous l'écho métallique des bottes,
montant par l'escalier de secours. L'ascenseur avait été désactivé. El Chopo, immobile, retint son souffle. Son esprit devint précis, mathématique. Il vérifia le poids des armes, les positions, les lignes de tir. Depuis la pièce intérieure, une voix d'enfant brisa la tension. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Il répondit sans quitter le couloir des yeux. « Rien, mon amour. Restez bien sage un petit moment. » En quelques mots, tout était là. Le père et l'assassin, le protecteur et le bourreau. La dualité qui l'avait accompagné toute sa vie le rattrapait à sa dernière heure. À l'extérieur, les hommes de l'État ajustaient leurs chargeurs. À l'intérieur, le tueur à gages le plus létal du cartel se préparait à mourir en combattant. L'acier trembla, mais ne céda pas. Le second coup arriva, accompagné d'une explosion sourde. Et alors, El Chopo répondit. L'enfer de plomb. Le premier tir traversa la porte comme un éclair. El Chopo n'attendit pas de les voir. Il calcula la hauteur, l'angle, la distance. Son instinct le guidait mieux que n'importe quel plan. De l'autre côté, les agents ripostèrent, mais le premier impact les avait déjà touchés. Les cris confirmèrent que les balles du sicario avaient trouvé cher. Ce qui suivit fut une symphonie de destruction. Pendant près de 20 minutes, l'appartement du 20e étage se transforma en champ de bataille. L'air se remplit de fumée, de poudre et d'ordres hurlés par des radios hachées. Les voisins, terrifiés, se jetèrent au sol, tandis que le fracas faisait vibrer les fenêtres de tout l'immeuble. Depuis l'intérieur, El Chopo se déplaçait comme un spectre. Il connaissait l'espace par cœur. Quel mur pouvait arrêter une balle? Quel meuble utiliser comme abri? Quel angle offrait une ligne de tir parfaite? Chaque fois que les agents tentèrent d'avancer, ils étaient repoussés par des rafales précises, mesurées, mortelles. L'un des commandants cria depuis le couloir. « Rendez-vous, Castagno! L'immeuble est encerclé !» La réponse fut immédiate. Une courte rafale, suivie de l'explosion sèche d'une grenade. Les agents reculèrent, se couvrant sous le feu. Malgré une balle à l'épaule et une autre dans la jambe, El Chopo continuait de se battre. Sa respiration était lourde, mais le rythme de ses tirs restait constant. 20 minutes de résistance face à un escadron entier. 20 minutes qui semblèrent une éternité. Puis l'air changea. Les grenades lacrymogènes commencèrent à exploser dans l'appartement. La fumée blanche envahit tout, la visibilité devint nulle. Les yeux brûlaient. La gorge se fermait. Mais ce qui aurait été la fin pour n'importe qui fut pour lui le signal de son dernier acte. Conscient que sa famille se trouvait toujours à l'intérieur, il prit une décision qui surprit même ses ennemis. Créer une diversion pour leur permettre de fuir. « Angela !» cria-t-il. « Quand je recommence à tirer, sors avec les filles par la fenêtre de la salle de bain. Utilise l'escalier de secours. » La rafale suivante fut la plus intense. El Chopo sortit de sa couverture, tirant sans relâche dans toutes les directions. Sa silhouette, éclairée par les flammes des tirs, semblait une ombre au milieu d'éclairs de poudre. À l'extérieur, les agents concentrèrent tout le feu sur lui. À l'intérieur, Angela serra ses filles dans ses bras et se glissa par la fenêtre vers l'escalier métallique. Elles réussirent à descendre dans la fumée et le vacarme, échappant à une mort certaine. Quand il sut que sa famille était en sécurité, El Chopo changea d'objectif. Il ne se battait plus pour survivre. Il se battait pour entraîner tous ses ennemis avec lui. Il chargea un fusil d'assaut qu'il gardait dans la chambre principale et attendit. Le silence trompeur fit croire aux hommes du bloc de recherche que la cible était déjà neutralisée. 3 agents avancèrent, franchissant la porte défoncée. Ce qu'ils trouvèrent, c'était l'enfer. L'échange fut féroce, chaotique. L'un des survivants s'en souviendrait plus tard en une seule phrase. On aurait dit que le diable tirait. Malgré ses blessures, El Chopo restait conscient, résistant. Et quand ses forces l'abandonnèrent, il déclencha une grenade qu'il gardait dans sa poche, tentant d'emporter avec lui les derniers hommes qui l'affrontaient. Quand la fumée se dissipa, l'appartement n'était plus qu'une ruine. Au milieu des fragments de meubles et des murs calcinés, son corps gisait. Sa main serrait encore l'arme. Ses yeux restaient ouverts. Il avait tenu sa dernière promesse. Ne jamais se rendre, ne jamais parler. Ainsi s'acheva Mario Alberto Castagno Molina, l'homme qui fit de la violence un art et de la loyauté sa condamnation éternelle. Épilogue. Le silence du dernier soldat.
Il était 4 heures de l'après-midi, le 19 mars 1993, lorsque le communiqué officiel fut confirmé. Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo, était mort. Son corps portait 7 impacts de balles et de multiples blessures d'éclat. Et pourtant, quand les agents le trouvèrent, il respirait encore. À peine conscient, le regard figé, la main crispée sur l'arme, il murmura quelque chose qui deviendrait son épitaphe. Dites à Pablo de ne jamais parler. L'autopsie révéla des niveaux élevés de stimulants dans son sang. Une dernière dose qui, peut-être, cherchait à prolonger la résistance ou à bloquer la douleur. L'homme qui avait dirigé des exécutions, des attentats et des guerres termina sa vie seul, dans un appartement réduit en ruines. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans Medellín. Le bloc de recherche célébrait un coup historique. Les anciens alliés du cartel, eux, comprirent qu'une pièce essentielle venait de se briser. Quand l'information parvint à la planque de Pablo Escobar, le capot garda le silence de longues minutes avant de prononcer une phrase qui glaça les présents. Avec El Chopo mort, les chiens viendront me chercher. 8 mois plus tard, cette prédiction se réalisa à la lettre. Le patron de Medellín tomba abattu sur un toit, et avec lui s'écroula la structure de pouvoir qui avait tenu le pays en haleine pendant une décennie. Le destin d'Angela et des filles d'El Chopo se perdit dans les rumeurs. Certains assurent qu'Escobar les a aidées à fuir le pays. D'autres affirment qu'elles ont adopté de nouvelles identités et sont restées cachées en Colombie. On n'en sut plus jamais rien. Elles disparurent de la carte, emportant avec elles les derniers secrets d'un homme, qui fut légende, ombre et bourreau. La mort d'El Chopo fut bien plus que l'élimination d'un criminel. Ce fut le début de la fin d'un empire bâti sur la loyauté et la peur. Sans son bras exécutant, sans son stratège militaire, Escobar resta à découvert. L'engrenage qui maintenait le cartel en vie s'arrêta. Et la ville, qui avait appris à redouter son nom, commença à respirer un peu plus librement, même si l'écho de ses balles continuerait de résonner pendant des générations. Ainsi s'acheva l'histoire de Mario Alberto Castaño Molina, le tueur à gages le plus redouté du cartel de Medellín. Un homme qui vécut sans limite, qui ne trahit jamais et qui trouva la mort avec la même violence que celle qui avait marqué sa vie. Merci de nous avoir accompagnés dans ce récit. Si vous aimez découvrir les histoires vraies derrière le crime, la mafia et le pouvoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains documentaires.